Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on analyse avec rigueur et nuance les grands enjeux de notre temps. Aujourd'hui, nous explorons les propos de Franklin Nyamsi sur le Venezuela et sa position dans les équilibres internationaux contemporains. L'intervenant met en lumière les choix stratégiques du pays en matière de gouvernance économique et de gestion des ressources, ainsi que les interactions complexes avec d'autres États, notamment les États-Unis. Son analyse souligne également l'importance de la cohésion institutionnelle, de la coordination administrative et de la capacité des pays à gérer des environnements internationaux exigeants. Elle met en perspective les divergences d'interprétation entre médias et sociétés, ainsi que le rôle des organisations internationales et des cadres de coopération dans le Sud global. Ces éléments permettent de mieux comprendre comment les décisions nationales et les dynamiques globales s'entrelacent, offrant un éclairage sur les enjeux économiques, diplomatiques et politiques qui façonnent le monde actuel. Maduro a refusé de brader son pays aux États-Unis. Il a refusé de livrer le pétrole, le gaz, les terres rares, l'eau potable immense du Venezuela au capitalisme américain. Voilà pourquoi les dirigeants américains, fussent-ils démocrates ou républicains, se sont jurés sa perte et ont continué la politique de coup d'État, de déstabilisation, d'embargo, de blocus, de sanctions, ayant pour but d'imposer coûte que vaille à la tête du Venezuela un valet de l'impérialisme américain. À notre réveil, ce samedi 3 janvier 2026, c'est littéralement comme on reçoit un coup de poignard dans le dos que nous avons lu les informations crépitant sur les tabloïds occidentaux et informant le monde entier par la bouche de Donald Trump lui-même, à travers sa page Truth Social, qu'il avait massivement attaqué le Venezuela et qu'il avait, selon ses propres termes, capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro, afin de l'amener, prétend-il, aux États-Unis, où il devrait subir les rigueurs de la justice. D'abord, c'est une information choquante. Et elle est choquante à plus d'un titre. Elle est choquante parce que c'est une information qui est relayée avec beaucoup de joie par tous les médias occidentaux, nord-américains, canadiens, européens. Elle est relayée avec beaucoup de joie, alors même que c'est une information qui attriste plus des 3/4 de la planète. L'écrasante majorité des êtres humains qui habitent cette terre est choquée d'apprendre qu'un président étranger, d'un pays étranger, peut organiser une attaque armée d'envergure pour venir kidnapper le chef de l'État d'un autre pays, au motif d'aller le traduire devant la justice de son pays à lui. Plus de 3/4 de la planète ont le cœur qui saigne quand on voit humilier à ce point un dirigeant de la partie la plus nombreuse et qui constitue l'avenir du monde, le Sud global. Plus de 3/4 de la population, plus de 3/4 de la richesse de cette planète, plus de 3/4 de l'humanité sont humiliés par le geste de Donald Trump. Et rien de plus choquant que de voir la cécité avec laquelle les médias occidentaux en parlent, ne se rendant pas compte qu'ils sont en train de précipiter ainsi, paradoxalement, la chute de l'Occident. Un acte d'humiliation de cette ampleur, lorsqu'il est relayé avec joie par des médias, ne fait qu'accumuler les frustrations de la grande remontada du Sud global. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a envie de s'intéresser aux circonstances dans lesquelles cela a pu se produire. On est choqué de la relative facilité avec laquelle Donald Trump met la main sur Nicolás Maduro. On est choqué d'abord parce que, de toute apparence, il y a une formidable organisation militaire au Venezuela. Il y a une armée populaire,
Et c'est une armée qui possède une dotation d'armes suffisante, ne serait-ce que pour mener un combat de résistance dans la capitale. On s'étonne de voir la facilité avec laquelle l'invasion militaire américaine a été faite. D'où on est obligé de se rendre compte que pour que cette invasion militaire ait eu le succès que Donald Trump lui donne et que les médias occidentaux proclament, il a nécessairement fallu des défaillances à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. Il a nécessairement fallu des trahisons à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. On ne peut pas avec autant de facilité arrêter le président d'un pays alors que l'essentiel de l'appareil militaire de combat est intact, sans que cela ne soit un acte de trahison interne. D'où le deuxième choc que l'on ressent quand on regarde cette information, à savoir que les pays dominés, les pays menacés, ne sont pas simplement menacés et dominés par la volonté des puissances impérialistes étrangères, mais la plus grande menace qui pèse contre un pays, quelque pays que ce soit, ce sont ses traîtres internes. Ce sont les valets, les esclaves de maison qu'il y a à l'intérieur des peuples africains, des peuples américains, des peuples asiatiques en lutte, qui sont le plus grand danger. Parce que, en effet, si l'armée bolivarienne du Venezuela avait offert une belle résistance et infligé une défaite militaire aux envahisseurs américains, Donald Trump et tous les médias occidentaux ne seraient pas en train de se vanter actuellement. Ils ne seraient pas en train de se vanter. Cela pose donc le problème de la cohésion, de la cohérence interne des mouvements de lutte anti-impérialiste. Et c'est choquant. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle cela est choquant. La troisième raison pour laquelle cela est choquant, c'est que devant la gravité de l'acte qui a été posé, on ne voit pas les réactions, non seulement des grandes puissances, que ce soit celles du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine. On ne voit pas la réaction diplomatique des différentes organisations internationales latino-américaines, africaines, asiatiques, à la hauteur de la gravité de ce qui est là. Parce qu'en fait, la moindre des choses qui devrait être tirée de cette agression, c'est la rupture des relations diplomatiques de l'ensemble des peuples du Sud global avec les États-Unis d'Amérique. La moindre des conséquences qui devrait être tirée de cette agression délibérée contre le président du Venezuela, contre le Venezuela, contre la terre vénézuélienne, ce serait la rupture des relations diplomatiques entre le Sud global et les États-Unis d'Amérique. Or, on voit très bien tout le contraire. Et c'est cela qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que 3/4 du monde tremble devant à peine un quart. Et face en réalité à une puissance militaire américaine qui n'est pas supérieure en réalité à la puissance militaire des 3/4 du monde. Qui est simplement en train de profiter de la division, de l'absence de cohésion, de l'absence de solidarité à l'intérieur du Sud global. Oui, parce que ce n'est pas parce que l'Amérique est plus forte militairement qu'elle kidnappe Maduro. C'est parce que le Sud global est moins solidaire militairement. Si le Sud global était plus solidaire militairement, l'Amérique n'oserait même pas entrer au Venezuela. Donc ce n'est pas tant la puissance américaine qui explique la facilité de ce kidnapping, c'est l'absence de cohésion, l'absence de solidarité, l'absence d'esprit de conséquence, l'absence de décision au niveau des forces du Sud global. C'est-à-dire des autres membres du Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, mais également des autres pays qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle globalement l'arc des BRICS. C'est parce qu'il n'y a pas eu une intégration forte sur le plan militaire de ce Sud global que ceci est possible. Dès les premières secondes, l'attention du public est orientée vers une lecture posée et contextuelle des dynamiques internationales contemporaines, en s'appuyant sur les propos de Franklin Nyamsi comme point d'entrée intellectuel. L'approche privilégie la compréhension des équilibres globaux,
sans emphase émotionnelle, en inscrivant la réflexion dans une longue temporalité historique et institutionnelle. Il ne s'agit pas de commenter un événement isolé, mais d'éclairer des mécanismes profonds qui structurent les relations entre États, notamment lorsqu'un pays disposant de ressources stratégiques cherche à définir de manière autonome ses priorités économiques et diplomatiques. Dans cette perspective, le Venezuela apparaît comme un cas d'étude révélateur des tensions inhérentes au système international. Depuis plusieurs décennies, ce pays occupe une place particulière dans l'économie mondiale en raison de la diversité et de l'abondance de ses ressources naturelles. L'histoire économique de l'Amérique latine montre que la gestion de ces ressources a souvent constitué un point de friction entre les autorités nationales et les partenaires extérieurs, porteurs de modèles de développement parfois divergents. Franklin Nyamsi inscrit son analyse dans cette continuité historique, rappelant que les choix souverains en matière de gouvernance économique sont rarement neutres dans un environnement international structuré par des rapports de puissance. L'analyse proposée met en lumière le fait que les désaccords observés entre le Venezuela et certaines grandes puissances ne relèvent pas uniquement de circonstances conjoncturelles ou de personnalités politiques spécifiques. Ils s'inscrivent dans une logique plus large, où s'opposent différentes conceptions de l'organisation des échanges, du rôle de l'État dans l'économie et de la valorisation des ressources nationales. À travers cette grille de lecture, Franklin Nyamsi souligne la permanence de certaines orientations stratégiques, indépendamment des alternances institutionnelles observées dans plusieurs pays partenaires. Un autre axe central de cette réflexion concerne la circulation de l'information à l'échelle internationale. Franklin Nyamsi attire l'attention sur les écarts de perception qui peuvent exister entre les récits médiatiques dominants et la manière dont ces mêmes informations sont reçues et interprétées dans d'autres régions du monde. Ces décalages ne sont pas nouveaux. L'histoire des relations internationales regorge d'exemples où la narration des faits varie selon les contextes culturels, économiques et géopolitiques. Cette pluralité de lectures contribue parfois à accentuer des incompréhensions déjà présentes, rendant le dialogue international plus complexe. Dans le prolongement de cette analyse, l'intervenant insiste sur l'importance des dynamiques internes dans la capacité d'un État à faire face à un environnement international exigeant. La solidité des institutions, la coordination entre les différentes administrations et la cohérence des orientations stratégiques constituent, selon lui, des facteurs déterminants. L'histoire contemporaine montre que les pays disposant de mécanismes institutionnels robustes sont mieux armés pour préserver leur marge de manœuvre, même lorsqu'ils évoluent dans des contextes marqués par de fortes pressions externes. Cette réflexion conduit naturellement à une interrogation plus large sur la coopération entre les pays du Sud global. Franklin Nyamsi évoque les limites actuelles de la concertation stratégique entre ces États, malgré l'existence de cadres de dialogue et de coopération. Il observe que le potentiel collectif de ces ensembles est considérable, tant sur le plan démographique qu'économique, mais que ce potentiel reste partiellement sous-exploité en raison d'un manque de coordination approfondie et durable. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, elle résulte d'héritages historiques, de trajectoires nationales différenciées et de priorités parfois difficiles à concilier. L'analyse souligne également le rôle des organisations internationales, dont l'efficacité dépend largement de la volonté politique de leurs membres. Franklin Nyamsi suggère que ces instances pourraient jouer un rôle plus structurant dans la formulation de réponses collectives, à condition que les États concernés s'accordent sur des objectifs communs et sur des mécanismes de mise en œuvre crédibles. Là encore, l'enjeu n'est pas uniquement institutionnel, mais aussi culturel et stratégique, impliquant une vision partagée du long terme. Pour le continent africain, cette réflexion offre des enseignements précieux. L'Afrique, riche de sa diversité et de ses ressources, se trouve elle aussi au cœur de dynamiques internationales complexes. L'analyse de Franklin Nyamsi invite à tirer des leçons des expériences observées ailleurs, en mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités internes, de favoriser la cohérence des politiques publiques et de promouvoir des formes de coopération régionale plus intégrées. Il ne s'agit pas de reproduire des modèles existants, mais de construire des trajectoires adaptées aux réalités locales, tout en tenant compte des contraintes et des opportunités du système international. Dans cette optique, l'avenir repose sur la capacité des États africains et, plus largement, des pays du Sud global à transformer leurs atouts en leviers de développement durable. Cela suppose un investissement continu dans l'éducation, la formation des élites administratives, la transparence institutionnelle et le dialogue entre les différentes composantes de la société. L'histoire montre que les progrès les plus durables sont souvent le résultat d'efforts patients, inscrits dans le temps long, plutôt que de réponses immédiates à des situations ponctuelles. En conclusion, l'analyse des propos de Franklin Nyamsi, replacée dans son contexte historique et géopolitique, ouvre une réflexion constructive sur les équilibres internationaux actuels et sur les marges de manœuvre dont disposent les pays du Sud global.
Elle invite à dépasser les lectures simplistes pour privilégier une compréhension nuancée des enjeux, fondée sur la connaissance, la coopération et la vision stratégique. Comme le rappelle un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, une invitation à penser l'avenir dans un esprit de dialogue, de patience et d'espérance partagée.